Et on va souhaiter tout de suite la bienvenue à Guillaume Monteux, bonjour. Bonjour Delphine. Président de Gazmi, société spécialisée dans l'in-game advertising, je le rappelle. Et je rappelle aussi que vous analysez pour nous tout ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo sous l'angle business. Et aujourd'hui, on va commencer par Nintendo. Absolument, commençons par Nintendo. Et quand on parle de Nintendo, évidemment, on parle de la Switch 2. On sait que la Switch 2 est attendue au moins par les 160 millions de possesseurs de Switch 1. Incroyable, hein, le chiffre. C'est quand même la console quasiment la plus vendue du monde avec la PS2. Et aujourd'hui, Nintendo n'a pas officiellement annoncé sa date de sortie de la Switch 2. D'ailleurs, vous vous souvenez de la date que j'avais prévue, moi ? Vous aviez parlé d'un consensus en octobre, mais vous pensiez que ce serait un petit peu plus tôt. Absolument. Moi, je pense plutôt à mai-juin, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je pense que ça va être avant l'été, parce que Nintendo est prêt. La dernière Switch, elle est sortie en 2017, ça fait 8 ans, donc ils ont eu le temps de se préparer. Et deuxièmement, à la fin de l'année, il y a la sortie du jeu GTA 6 par Rockstar, et c'est sûr et certain que tous les médias, jeux vidéo d'ailleurs ou pas, ne vont parler que de GTA 6. Donc je pense que les stratèges en marketing de chez Nintendo ne vont pas sortir leurs produits phares en même temps que GTA 6. Oui, parce que là aussi, il y a l'enjeu d'occuper l'espace médiatique pour parler de la nouvelle console. Exactement. Donc, pas de GTA 6 en même temps que la Switch 2, pas de Switch 2 en même temps que la GTA 6, sauf si... Sauf si quoi ? Sauf si GTA 6 sort sur Switch 2. Ah oui. Mais à mon avis, c'est peu probable. Non, mais la Switch 2 a les capacités techniques de faire tourner GTA 6, ce qui n'était pas le cas de la Switch 1. Donc, peut-être qu'on pourra imaginer un jour GTA 6 tourner sur la Switch 2, mais pas d'ici la fin de l'année. D'accord. Alors donc, vous rejoignez plutôt le consensus sur octobre Non, moi je reste sur ma prédiction pré-estivale, mais je suis content de savoir que je pourrais jouer un jour peut-être à GTA 6 sur la Switch 2. Okay. Et comme je disais, je pense que Nintendo aujourd'hui est prêt. Ça veut dire quoi, prêt ? Prêt, ça veut dire qu'ils ont déjà commencé la production de la Switch 2 avec une stratégie de distribution qui n'est pas du tout la stratégie de distribution qu'a eu Sony ou Microsoft pour le lancement des PS5 et des Xbox, puisqu'ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne créeront pas de déséquilibre entre l'offre et la demande. Et donc pour la PS5 ? Mais la PS5, on l'a vécu, c'était l'horreur. Quand on voulait acheter une PS5, il n'y en avait aucune disponible dans aucun magasin. Donc pour en acheter une, soit il fallait participer à une loterie, soit on allait sur le Bon Coin pour en acheter une à plus de 1 000 euros, soit il fallait demander au Père Noël, mais même je suis sûr que le Père Noël, il avait les mêmes problèmes que nous. Non, Nintendo, ils ont dit officiellement qu'ils allaient produire plus de 6 millions d'unités de Switch 2 qui seront disponibles Day One en magasin, donc il n'y aura aucune pénurie, ce qui sera une bonne nouvelle pour Nintendo, qui est un peu en retrait là au niveau de son chiffre d'affaires en 2025. Et à double titre, parce que, ils vont vendre énormément de consoles, mais aussi ils vont vendre des jeux, c'est ce qu'ils ont annoncé, puisqu'il va y avoir un remake de Mario Kart, de Zelda, etc. Et aujourd'hui, le catalogue Nintendo est quand même un peu vide, donc ça leur fera, je pense, du bien. Alors, vous nous avez dit que le prix moyen d'un jeu Switch, ce serait 50 €, alors que GTA 6, c'était plutôt autour de 100 €. Oui, alors normalement, le prix des jeux sur Switch 2 va rester à peu près le même, c'est-à-dire effectivement autour de 50 €. Sur GTA 6, effectivement, on a annoncé 100 €, mais c'est pas aberrant, si vous voulez, ça se justifie complètement. Déjà, on se souvient, GTA 5... en 2013, il était sorti à 80 €. Donc, si on rapporte ces 80 € de 2013 avec l'inflation à un prix de 2025, ça fait plutôt 90, 92 €. Donc, on est proche des 100 €. Et puis, dans GTA 5 et GTA 6, il y a une profondeur de jeu incroyable. Il y a un espace de jeu en monde ouvert qui est rigoureusement, qui est dément. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder si c'était le plus gros espace de jeu qui avait existé GTA 5 dans tous les jeux. Alors ? Et j'ai trouvé en 96 un jeu qui s'appelle The Elder Scrolls Daggerfall, fait par l'excellent studio Bethesda. Eh bien, imaginez-vous qu'en 1996, ils ont créé un monde ouvert qui est 2000 fois plus grand que GTA 5. Ah oui, c'est vertigineux, oui. 2000 fois plus grand. C'est-à-dire que pour aller d'un bout à l'autre de la carte,
il fallait rester 3 jours, non mais c'est véridique, sans dormir, devant son écran sans dormir. Bon. Et comment est-ce qu'ils avaient fait ça en 1996? En fait, par des algorithmes procéduraux qui généraient automatiquement à partir d'une bibliothèque d'objets. Une bibliothèque d'objets, c'est quoi? C'est un arbre, c'est une maison, c'est une route, c'est tout un tas d'objets. Et donc, suivant des procédures, des règles, en fait, la machine générait automatiquement des maps, ce qui crée des maps immenses. D'ailleurs, c'est ce que Bethesda a fait sur le jeu Starfield, pour créer les fameux 1000 planètes qui étaient toutes visitables, si vous voulez, par le joueur. Et en fait, c'est pas mal, parce que ça crée des zones de jeu immenses et pas énormément d'artistes, entre guillemets, pour les populer. Et c'est pareil, les mêmes techniques sur GTA 5, GTA 6? Alors GTA 5, GTA 6, pas du tout. Non. Chaque arbre est dessiné à la main, chaque coin de rue, chaque fenêtre est dessinée à la main. Il y a des centaines et des centaines de créatifs qui viennent apporter leurs pattes au service de la narration des jeux GTA 5 et GTA 6. Non, là on n'est pas du tout dans le même procédé de construction. Alors, jouer à des très beaux jeux sur des consoles portables, c'est évidemment attendu par les joueurs. Oui. La Switch 2 fait cette promesse. Est-ce qu'il y a des concurrents? Oui, alors il y a un segment effectivement de joueurs qu'on appelle les hardcore gamers qui veulent jouer à des jeux très puissants en situation de mobilité. Voilà. Alors les téléphones portables, on n'est pas encore là, c'est assez capacité de traitement de calcul. Quand on veut jouer notamment à Call of Duty, justement à GTA, à Skyrim, bon, tous ces jeux qui demandent beaucoup de choses. Et puis on n'a pas envie d'être attaché à sa console de salon ni à son écran 55 pouces de son salon. Donc voilà, il y a des consoles effectivement dans l'esprit Switch 2 qui existent, et notamment la Steam Deck, mais toutes ces consoles-là, donc très puissantes, des PC portables quelque part, ont 2 défauts. Un, ils ont une autonomie qui est ridicule. On peut jouer 2h30, 3h grand maximum. Et 2, ils ont des énormes ventilos qui font énormément de bruit. Ça, et qui rendent... C'est gênant, voilà. Et qui rendent ces consoles, en fait, pas très jolies. Et ce qui est intéressant de savoir et de noter, c'est que sur ce segment, la semaine dernière, Microsoft a annoncé qu'ils allaient lancer un PC portable de jeu. Donc c'est une surprise énorme, d'autant qu'ils ont aussi annoncé en même temps qu'ils avaient perdu à demi-mot la guerre des consoles de nouvelle génération, qu'ils allaient se recentrer sur leur service Game Pass, qu'ils allaient se recentrer sur les jeux vidéo, notamment ce qu'ils ont fait en rachetant le studio Activision Blizzard récemment. Donc voilà, mais non, ils vont lancer une nouvelle console de jeux portable PC. Et pourquoi vous pensez que Microsoft fait ça? Alors, Microsoft a toujours ses raisons. Moi, j'en imagine au moins 2. La première, c'est que Microsoft, c'est quand même Windows. C'est leur corps de métier. Et on peut très bien imaginer que tous les jeux qui sont disponibles sur les PC, donc sur Windows, vont être immédiatement disponibles sur cette nouvelle console de jeux PC portable. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et peut-être qu'ils ont aussi l'espoir de régler les problèmes de consommation d'énergie qu'on a vu apparaître effectivement sur le Steam Deck, et donc peut-être proposer des PC portables de jeux qui ont une plus grande autonomie que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est pas ce qu'ils ont fait pour la Xbox? Non, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait sur la Xbox. Ils n'ont pas du tout introduit le Windows. Ils n'ont pas du tout introduit la compatibilité au niveau développement entre le monde PC et le monde console. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont aussi perdu la guerre contre Sony. La deuxième des raisons pour laquelle, qui pourrait motiver, si vous voulez, Microsoft à aller sur ce segment de marché des consoles de PC portables, c'est que Microsoft, c'est le roi de Windows, mais c'est aussi le roi du cloud. Oui. Qui dit cloud gaming. Qui dit cloud gaming dit terminal. Qui dit terminal dit peut-être console de PC nomade. Alors, en théorie, on n'a pas besoin de terminal particulier pour jouer en cloud gaming. Un simple terminal sans aucune capacité de traitement peut tout à fait convenir. Mais on peut peut-être imaginer, parce que ça a déjà été évoqué, et moi je l'avais aussi proposé à un certain nombre de sociétés dans le monde du cloud gaming, qu'on peut imaginer un cloud gaming hybride, c'est-à-dire dans lequel il y a certains traitements qui sont faits dans le cloud et certains en local. Voilà, on verra bien. En tout cas, Microsoft nous donne rendez-vous pour 2027. En attendant 2027, on va peut-être rester en 2025 ? Oui, oui, absolument. Alors ?
Alors, en 2025, qu'est-ce je vous parle de quoi? J'ai envie de vous parler de jeux vidéo. Oui. Je le fais quasiment Comme jamais. par hasard. Non, mais vraiment de jeux. Ok, allons-y alors. Parce qu'il y en a deux vraiment qui m'ont fait quelque chose. Le premier, c'est Split Fiction. Qui est un jeu qui a été développé par Hazelight, qui est un studio de jeux fondé par le sulfureux Joseph Fares, qui fait des bras d'honneur, qui dit des choses incroyables à la gamer dans la communauté, édité par Electronic Arts. Et Split Fiction, c'est un jeu où on est obligé de jouer à plusieurs et en coopération. Et donc c'est vraiment sympa. On joue pas l'un contre l'autre, on joue pas l'un avec l'autre contre d'autres joueurs. C'est vraiment un nouveau type de jeu et je vous conseille de l'essayer. Il s'est vendu à 1 million d'exemplaires en 48 heures sur Steam. Voilà, ça vaut le coup. Et le deuxième jeu qui m'a aussi un peu titillé cette semaine, c'est la bande-annonce et le retour de Death Stranding, avec Death Stranding 2, le jeu fantastique créé par Hideo Kojima. Regardez la bande-annonce, Delphine, vous allez voir. Aussi. Ah oui. Ah bah ouais, là on est dans un univers artistique et narratif qui est assez exceptionnel. Bon allez, on revient sur le business avec une petite mise au point sur les chiffres là de l'industrie. Oui, alors je voulais revenir effectivement sur les chiffres de l'industrie parce qu'ils sont toujours intéressants et je voulais m'intéresser plus particulièrement à la valeur retournée aux actionnaires par les sociétés dans le monde des jeux vidéo. Et je voulais le faire en basant un petit peu ce que je vais dire sur le site Ludostri qui a très bien déjà entamé cette réflexion et très bien expliqué tout un tas de concepts que je vais rappeler là avec vous si vous le permettez. Allons-y tout de suite. Alors, la valeur retournée à un actionnaire, elle peut prendre deux formes. Le dividende et le rachat d'actions. Le dividende, c'est quoi? C'est tout simplement une partie des bénéfices que fait la société qui est redistribuée aux actionnaires. Le rachat d'actions, c'est quoi? C'est une société qui a la capacité de racheter des actions, de les annuler, et donc, comme elle annule des actions, chacune des actions qui restent vaut forcément un peu plus cher. Donc, c'est deux mécanismes, j'ai envie de dire, assez simples pour redonner de la valeur aux actionnaires. Alors, je ne vais pas vous dire, il y a une espèce de palmarès de sociétés dans le monde du jeu vidéo qui redonne de la valeur à ces actionnaires. Alors, je vais d'ores et déjà éliminer toutes celles dont l'activité principale, c'est pas le jeu vidéo. Donc, je ne vais pas parler de Microsoft, je ne vais pas parler de Sony, je ne vais pas parler de Tencent, parce qu'évidemment, ce sera trop loin de notre propos. Je ne vais pas non plus parler de toutes les sociétés qui ne sont pas cotées, parce que quand une société n'est pas cotée, on ne sait pas quelle est la réelle valeur qui est retournée aux actionnaires, mais il en reste quand même pas mal des sociétés cotées sur lesquelles on peut travailler. Notamment, il y a 64 qui ont été listées par Ludostri, sur lesquelles on peut mesurer la valeur qu'ils ont retournée à leurs actionnaires. Donc des entreprises qui font des bénéfices. Forcément, si on veut retourner de la valeur actionnelle, il faut faire ces bénéfices. Donc, on ne va pas parler de Microsoft, Sony, Tencent, etc. Mais on ne va pas non plus parler des Ubisoft, Take-Two, Roblox, Unity, Embracer, bref, toutes ces entreprises qui, l'année dernière, n'ont pas fait de bénéfices. Alors d'après vous, qui... J'allais vous poser la question, Guillaume. Vous commencez à la connaître quand même parfaitement, cette industrie. Nintendo. Voilà, Nintendo, c'est le roi incontesté du bénéfice rendu à ses actionnaires. Ils ont distribué 1,5 milliard de bénéfices l'année dernière, dans leur dernier exercice. Ça représente à peu près 50%, si vous voulez, du bénéfice global qui a été redistribué en valeur aux actionnaires. La seconde société, plus grosse société à retourner de la valeur, c'est Electronic Arts, qui pour le coup a redistribué 100% de ses bénéfices en valeur. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on redistribue de la valeur à ses actionnaires, c'est évidemment autant d'argent qui ne peut pas être mis dans les projets. Bon. Et encore une fois, on a deux manières de redistribuer de la valeur, des dividendes ou des rachats d'actions qu'on annule. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on ferait le choix de plutôt racheter des actions? Alors ça, la raison, verser des dividendes. Elle est très simple, puisque quand vous redistribuez des dividendes, vous êtes taxé. Donc, pour éviter les taxes, ça peut être une motivation de racheter des actions. Et c'est très intéressant de voir qu'en Asie, la valeur redistribuée aux actionnaires est plutôt sous la forme de dividendes. Pourquoi? Parce que les actionnaires asiatiques sont plutôt loyaux
à leur société, ils restent longtemps. Donc en fait, ils achètent des actions, et puis tous les ans, bam, ils veulent toucher un petit peu de sous. Alors que dans les pays plutôt Western Europe ou aux États-Unis, là, la manière de rémunérer ces actionnaires, c'est plutôt en rachetant des actions. Le capitalisme versus le... Voilà. Donc on est vraiment dans cette logique-là, et c'est assez intéressant de voir ça. Ok. Vous êtes dans la publicité des jeux vidéo, c'est pareil, vous avez pris cette option. Est-ce que moi je reverse des bénéfices? Oui. Alors, des dividendes. Je vous remercie de me poser la question, même si je ne vois pas forcément l'intérêt. Non, mais je ne sais pas, c'est un mouvement global. Oui, alors je suis dans l'industrie. Alors je vais répondre à votre question. Donc, déjà, Gatsby, c'est une société qui est rentable, donc potentiellement, je pourrais redistribuer des dividendes. Je ne le fais pas, parce qu'on est en pleine croissance et que je réutilise tout le trésor de guerre qu'on a acquis sur l'année N-1 dans des projets à l'année N. Voilà, on est en train de créer une nouvelle chose. Donc, effectivement, je ne redistribue pas des dividendes. Mais dans les 64 sociétés qui sont potentiellement cotées en bourse et éligibles à cette analyse, 41 d'entre elles ont versé des dividendes. C'est énorme. Et les dividendes, dans le secteur du jeu vidéo, c'est 7,5 milliards de dollars. C'est là aussi énorme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les dividendes reversés pour le dernier exercice sont inférieurs d'environ 10% aux dividendes versés à l'exercice d'avant. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'industrie du jeu vidéo va moins bien. Mais elle va pas moins bien parce qu'il n'y a plus d'argent. Elle va moins bien parce que les dividendes sont moins... Il y a moins de dividendes, si vous voulez, moins de valeur versée aux actionnaires. J'ajouterai enfin une chose, si vous me le permettez, c'est que dernière petite, rapide. La somme des dividendes payés par toutes ces sociétés est très largement supérieure à la somme des salaires cumulés par toutes les personnes licenciées dans le secteur. Ce qui est quelque part une preuve que l'industrie ne va pas si mal, puisque la somme, si vous voulez, est positive, mais c'est aussi une preuve qu'elle ne va pas si bien que ça. Merci beaucoup Guillaume Monteux. Je rappelle que vous chroniquez pour nous ce business dans le jeu vidéo et que vous êtes surtout le président de Gatsby. Merci beaucoup. À suivre, c'est notre grand rendez-vous sur le droit de la donnée.